bienvenue au webinaire sur les méthodes de commercialisation hors normes. Et pour ce faire, nous avons la chance d'accueillir Maxime Chauvet, fondateur de Hello Craft Beer, lauréat du réseau Entreprendre depuis un peu plus de 2 ans, et Bertrand Dufour, directeur général de Volberger, qui a été son accompagnateur pendant ces 2 ans. Je crois qu'ils ont arrêté l'accompagnement au mois d'avril dernier. Officiellement, on a arrêté, oui. Officiellement, et puis comme toujours, l'accompagnement, c'est quelque chose qui dure pour la vie, pour certains couples, on va dire ça comme ça, du réseau Entreprendre. Donc, sans plus attendre, je vais laisser Bertrand nous faire une petite introduction sur l'état du marché de la distribution actuellement, puisqu'on va le jouer par le prisme, évidemment, du métier de Maxime qui se tourne autour de la bière. Donc, Maxime, tu présenteras ta société, mais donc il est spécialisé dans la distribution de micro-brasseries en France, et on espère bientôt dans le monde. Mais on va parler, surtout, on va parler, je dirais, globalement, pas seulement, je dirais, services ou produits. Il se passe quoi aujourd'hui? Donc, cette concentration à outrance de tous les distributeurs au niveau digital, évidemment. Quand on voit des Tencent, on voit des Alibaba, ou quand on voit des Amazon, et ainsi de suite. Et en fait, est-ce qu'il y a de la place pour travailler différemment aujourd'hui, alors que c'est déjà tout trusté quasiment par des grosses multinationales? En tout cas, il faut vraiment se poser la question. Et pourquoi il faut se poser la question? C'est qu'aujourd'hui, de toute façon, le consommateur, il ne veut plus du tout consommer comme auparavant, que ce soit au niveau du produit ou que ce soit au niveau du service. Et en sachant que le consommateur, le problème qu'on a, c'est que les consommateurs ne sont pas égaux. Égaux, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, ils sont complètement différents. C'est intergénérationnel. Et même dans la génération elle-même, ils ne sont pas forcément d'accord sur ce mode de distribution ou ce mode de consommation d'aujourd'hui. En tout cas, c'est compliqué. En tout cas, on doit vraiment pousser pour commercialiser différemment sur tous les réseaux de distribution possibles et imaginables, même avec la grande distribution, le trad ou l'export. On verra après, je vais laisser la parole à Maxime, mais on verra après donc, par rapport à ces réseaux de distribution, parce qu'on peut faire ou pas faire et comment. Et après, donc, il y a des conséquences qui sont énormes dans l'organisation dans nos entreprises, où on doit bouger du début à la fin, aussi bien au niveau de la production qu'au niveau des achats, qu'au niveau du contrôle de gestion, qu'au niveau des livraisons, au niveau du service, au niveau du market. En fait, toute la gestion humaine peut être encore plus souple qu'hier pour pouvoir y arriver. Je pense qu'on parlera un petit peu de tout ça juste après. Donc, Maxime, on va attaquer directement. Comment finalement as-tu mis, toi, en place dans ce monde que nous décrit Bertrand, une méthode de commercialisation hors norme? Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Merci Rémi, merci Bertrand. Je suis ravi d'intervenir à ce webinaire et d'apporter mon retour d'expérience sur les méthodes qu'on a mis en place chez Hello Craft Beer. Déjà, nous, le point de départ, c'est chez Hello Craft Beer, ce sont nos innovations organisationnelles qui nous permettent aujourd'hui d'introduire des nouveaux modes de commercialisation. Je pense que c'est important de partir déjà de ce point de départ. Et avant d'envisager de mettre en place des méthodes de commercialisation hors normes, c'est évidemment fondamental de bien connaître son marché et d'avoir identifié aussi surtout les points de douleur et les points de blocage du marché avant d'imaginer quelles solutions on peut mettre en place sur le marché pour créer de la valeur et apporter de la valeur au marché. Donc nous, déjà, la raison d'être d'Hello Craft Beer, je vais parler évidemment plus du marché de la bière, mais nous, notre raison d'être est née du constat d'un problème qui a été identifié sur le marché de la bière. En gros, on est sur un marché en Europe à 110 milliards d'euros, le marché de la bière. Il existe plus de 10 000 microbrasseries en Europe, mais aujourd'hui, plus de 70% du marché est contrôlé par seulement 3 brasseries industrielles. Déjà là, nous, on s'est dit, on est passionnés de bière, on est des fervents défenseurs de diversité. Donc, on a jugé que cette situation, elle n'était pas acceptable et donc on a décidé de s'attaquer au problème. Donc, aujourd'hui, ces 3 brasseries, elles contrôlent 70% du marché parce qu'en fait, elles disposent d'une organisation logistique qui leur permet de répondre à la demande de n'importe quel point de vente en Europe, du supermarché au caviste en passant par les bars, les restaurants. Mais aujourd'hui, sur le marché, il se passe quelque chose face à ces bières standardisées. La demande, elle explose pour une nouvelle catégorie de bières, les bières artisanales donc, qui sont produites par les microbrasseries. C'est un marché extrêmement dynamique. Il y a à peu près 20 microbrasseries qui se créent chaque semaine en Europe. À titre d'exemple, en France, le marché a connu une croissance de 55% entre 2016 et 2020. Le problème, c'est que ce marché de la bière qui est en pleine explosion, aujourd'hui, il n'est pas du tout structuré. Et aujourd'hui, le point de douleur qui freine le développement du marché,
c'est la distribution et la communication. Aujourd'hui, on a deux communautés qui ne se connaissent pas et qui ne savent pas comment faire du business en toute sécurité ensemble. En gros, aujourd'hui, pour un point de vente, c'est très, très compliqué de commander de la bière artisanale parce que chaque microbrasserie, comme elles ne sont pas organisées et pas structurées, chaque microbrasserie va imposer des minimums de commandes. Les achats multi-brasseries sont impossibles sur une même commande. Vous multipliez des interlocuteurs pour passer commande avec des procédures chronophages. Vous ne savez pas forcément quel produit acheter et vous vous retrouvez avec des coûts de livraison exorbitants. Et donc, pour le point de vente, le résultat, c'est qu'il perd son temps et il n'a pas de solution pour optimiser ses achats, son stock et sa trésorerie. Donc là, on s'est dit, ce serait fantastique si nous, de notre côté, on arrivait à créer une solution qui donne aux 10 000 microbrasseries européennes une puissance logistique comparable à celle qu'ont les grands brasseurs industriels. Donc, partant de ces constats-là, on s'est dit, comme on est très axé digital, comment est-ce qu'on va pouvoir exploiter le digital aujourd'hui pour apporter une solution et permettre à ces microbrasseries de se développer et comment on va permettre au marché de la bière de se libérer. Donc, notre choix, il s'est très vite tourné vers le modèle digital de la marketplace. C'est donc une place de marché sur laquelle nous, on va jouer le rôle de tiers de confiance qui va permettre de connecter nos deux communautés, donc les microbrasseries et les points de vente. C'est un modèle digital qui correspond parfaitement à notre ambition parce qu'on n'a pas de limite d'intégration de vendeurs et d'acheteurs. Et c'est un modèle qui va nous permettre de bénéficier du network effect. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a de nouveaux membres qui vont intégrer la plateforme, en l'occurrence des microbrasseries, chaque membre qui rejoint la plateforme va accroître la valeur du service pour l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. Et l'effet boule de neige peut être très, très rapide. Donc, Maxime, quelle stratégie digitale vous avez mis en place justement pour arriver à être pertinent sur votre marché? Alors, effectivement, j'ai fait un gros focus organisation parce que, comme je l'ai dit au départ, avant de chercher à commercialiser d'une nouvelle manière, je pense qu'il faut déjà avoir l'organisation qui suit. Ça rejoint un peu ce que disait Bertrand dans son introduction. Juste pour terminer, on a mis en place cette marketplace et on a couplé à notre marketplace une organisation logistique intégrée qui nous permet aujourd'hui de répondre au point de douleur du marché. Alors effectivement, comme tu le dis Rémi, après, c'est bien d'avoir une marketplace, c'est bien d'avoir une organisation logistique, mais derrière, il faut une strate digitale pour générer de la traction sur sa plateforme et pour générer des ventes. Donc nous, sur la stratégie digitale qu'on a mis en place, on est parti, je vous refais un peu l'historique, c'est mon retour d'expérience, on est reparti, on a déroulé la méthodologie classique ARRR, donc acquisition, activation, rétention, recommandation et revenus, qui est un peu le fil conducteur classique quand on cherche à mettre en place une stratégie digitale. Donc là, on a identifié les différents leviers d'acquisition et de fidélisation qu'on a voulu tirer, aussi bien du référencement naturel, du référencement payant, du community management, de l'affiliation. On est rentré dans le détail de tous ces leviers et là, on a marqué un petit temps d'arrêt. On s'est dit, tiens, on va prendre un peu de recul parce que activer ces leviers, c'est bien, mais à la rigueur, tout le monde le fait. Donc là, on s'est dit, on va essayer de revenir aux fondamentaux en se disant, mais réellement, que veulent nos clients et quel est le vrai point de douleur du marché sur le client? Quel est le vrai point de douleur sur le marché? Donc là, on est reparti de notre problématique marché. En gros, on a deux communautés qui ne se connaissent pas, les microbrasseries et les points de vente. On a des niveaux de connaissances qui sont extrêmement différents entre les acteurs. Donc là, on s'est dit ce serait intéressant si on arrivait à créer le premier espace de formation en ligne dédié aux professionnels de la bière. Et donc, naturellement, on a créé la Hello Craft Beer Academy. Hello Craft Beer Academy, c'est le premier espace en ligne de formation, d'information et d'inspiration qui est dédié aux professionnels de la bière. Et en fait, aujourd'hui, donc la Hello Craft Beer Academy, c'est devenu le cœur de toute notre stratégie inbound marketing. Et c'est l'inbound marketing qui aujourd'hui est devenu le cœur de toute notre stratégie digitale. Et au final, tous les leviers d'acquisition, de fidélisation qu'on avait identifiés et activés au démarrage sont devenus aujourd'hui des outils qui alimentent et nourrissent toute notre stratégie inbound marketing. Voilà. Alors, est-ce que tu peux expliquer le terme? Parce que tout le monde ne le comprend peut-être pas, Maxime. Oui, tout à fait. Donc, l'inbound marketing, en gros, c'est une stratégie de marketing qui repose sur de la création de contenu et qui va permettre, en fait, de capter des visiteurs sur sa plateforme, de transformer ces visiteurs en leads, puis en clients, puis de les fidéliser
en activant différents outils comme le marketing automation ou comme le lead nurturing. Voilà, donc c'est une stratégie qui consiste à attirer des visiteurs par du contenu, et à partir de ce contenu, on va derrière les transformer en clients puis les fidéliser. Maxime, donc tu nous parles effectivement d'un nouveau mode de commercialisation, mais aujourd'hui tu nous citais quand même que globalement le marché est tenu par 3 gros acteurs et la grande distribution là-dedans. Ouais, alors la grande distribution, effectivement, aujourd'hui, c'est un canal qui est absolument primordial parce qu'on a aujourd'hui 70% des volumes de bière qui sont écoulés via la grande distribution. Donc, c'est évidemment un secteur qu'on a, nous, investi dès le départ avec Hello Craft Beer. Mais c'est un secteur qui est aussi en pleine transformation. Hein. Je pense, exemple classique, c'est l'utilisation des drives là, qui a complètement explosé aussi pendant le Covid. Et c'est vrai que cette phase de Covid, nous, de notre fenêtre, en tout cas, hein, on a identifié qu'elle a considérablement accéléré toute la digitalisation des processus commerciaux qu'imposent aujourd'hui les acteurs de la grande distribution avec leurs fournisseurs. Et aujourd'hui, donc nous, quand on a débuté, ce n'était pas encore le cas. En l'espace de quelques mois, on a reçu des cahiers des charges de la part d'acteurs de la grande distribution qui nous ont imposé les mêmes conditions, les mêmes cahiers des charges que les industriels. En gros, nous, pour référencer des microbrasseries qu'on distribue, on a le même cahier des charges que Coca-Cola ou Heineken. J'exagère, mais je pense qu'on n'est pas très loin. Donc, à partir de là, on s'est dit, donc nous, évidemment, on a fait le job, on a travaillé sur le cahier des charges, et on s'est dit, on s'est posé les questions. Hein. Aujourd'hui, les microbrasseries, est-ce qu'elles sont digitalisées? Oui, non. Est-ce qu'elles sont en capacité d'intégrer le cahier des charges logistiques qu'imposent aujourd'hui les acteurs de la grande distribution? Oui, non. Donc évidemment, la réponse a été non, parce qu'il y a un gap énorme entre le fonctionnement d'une microbrasserie, qui est une structure artisanale et qui peut être aussi artisanale dans ses process internes. Donc là, on s'est dit qu'il y avait une opportunité pour nous de créer une solution packagée qui permette en fait de connecter directement les microbrasseries et les acteurs de la grande distribution. Voilà, donc aujourd'hui, on a mis en place, on a connecté notre plateforme à une centrale d'achat de la grande distribution depuis plusieurs mois. Donc, notre plateforme est connectée, ça permet de générer du business entre des microbrasseries et des acteurs de la grande distribution. Les résultats sont plutôt concluants. Donc, aujourd'hui, on est plutôt plus en phase de duplication de notre modèle sur d'autres centrales d'achat pour essayer de multiplier les canaux de distribution. Et quelle organisation interne tu as mis en place pour répondre finalement aux besoins des brasseurs? Alors, donc nous, on est parti vraiment du cahier des charges demandé par les acteurs de la grande distribution. Donc évidemment, il y a le sujet logistique qui est très important, hein, mais là, l'idée n'est pas l'idée n'est pas de faire un focus sur quel orga logistique interne on a mis en place. Oui, effectivement, il faut avoir une orga logistique interne optimisée. Je parle de la gestion de l'entrepôt, hein, du WMS, enfin, du Warehouse Management System. Évidemment qu'il faut être opérationnel là-dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, le vrai enjeu sur la logistique, c'est la data. Et aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est comment aujourd'hui on peut exploiter la data au service de l'efficacité opérationnelle. Nous, on a essayé de s'engager dans cette démarche dès le début, parce que je pense que c'est surtout là-dessus qu'on peut apporter de la valeur ajoutée et qu'on peut anticiper les problèmes et créer de la valeur sur le marché. Donc, ça veut dire que nous, on part du principe qu'aujourd'hui, la data, elle doit pouvoir être collectée, analysée et exploitée au service de l'efficacité opérationnelle et notamment de la logistique. Donc, nous, on a engagé une phase de R&D depuis le démarrage de Hello Craft Beer. Au fur et à mesure que l'on a progressé, on a musclé cette phase de R&D. Aujourd'hui, toutes les données relatives à la gestion des commandes, relatives aux tendances de consommation, elles doivent être intégrées à notre solution. Elles doivent nous permettre demain d'optimiser toute notre chaîne logistique amont, donc avec nos brasseurs, mais aussi aval avec nos points de vente clients. Donc, dans nos relations avec les brasseurs, hein, je pense par exemple, ça rejoint par exemple la gestion prédictive des approvisionnements. Plus on est en pointe là-dessus, plus on est en mesure d'apporter des données à nos brasseurs qui, eux, vont pouvoir vont pouvoir adapter leur organisation en conséquence, vont pouvoir adapter leur planning de production, vont pouvoir optimiser aussi leur politique d'achat de matières premières.
Et évidemment, ça contribue à optimiser la gestion des stocks, aussi bien des brasseurs que de l'organisation logistique de Hello Craft Beer. Et puis, ça nous permet évidemment d'optimiser nos relations avec nos points de vente clients. Ça va concerner toutes les actions qui permettent d'anticiper, par exemple, toutes les ruptures de stock, avec un objectif en ligne de mire qui est évidemment d'avoir une qualité de service optimale et la satisfaction de nos clients. D'accord. Je me permets d'ajouter là-dessus, c'est ça qui est primordial. C'est que je pense qu'aujourd'hui, Maxime, ils ne vendent pas de la bière, ils vendent du service. Et c'est ça toute la différence de ces nouvelles méthodes. C'est qu'aujourd'hui, on ne vend plus un produit, on vend un service parce que le consommateur, ou soit en B2C ou en B2B, il veut toujours le must quand il veut, où il veut, dans le développement durable, et ainsi de suite. Ouais, quelque part, on a envie de te demander, c'est quoi ton business model finalement? Secret. Non, mais tu es vendeur de bière, tu es vendeur de quoi? Comment tu te définis, quoi? Nous, en tant que… nous, on est vraiment le tiers de confiance. On est là pour apporter une solution. En gros, on peut être éditeur de logiciels, on peut être logisticien. Notre métier, il est très hybride, en fait. Et aujourd'hui, on est aussi en phase de démarrage, entre guillemets. Donc, le modèle économique se construit au fur et à mesure des opportunités qu'on saisit aussi, parce que la valeur, on l'a créée en étant directement sur le marché, en expérimentant. On est vraiment en mode start-up, en mode test and learn. Et c'est comme ça qu'on construit notre modèle au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, peut-être qu'on est plus distributeur, logisticien, plateforme digitale de mise en relation. Demain, peut-être que, dans 6 mois, j'aurai peut-être un autre discours sur le modèle économique que l'on a. Mais en gros, aujourd'hui, pour faire très rapide, on met en relation ces acteurs, on assure un service logistique, marketing, communication, et nous, on perçoit une commission sur les transactions qui sont réalisées entre les microbrasseries et les points de vente. Ouais, ça, c'est notre modèle actuel. Après, on a toute une série de stratégies de monétisation indirecte qu'on va pouvoir aussi greffer à notre modèle, parce que si demain, on arrive à devenir un carrefour d'audience, c'est-à-dire à vraiment devenir une plateforme qui concentre un nombre considérable de points de vente qui se connectent chez nous pour passer leurs commandes, évidemment, ça va présenter un intérêt aussi pour les brasseurs pour être mis en avant. Et ça peut être des sources de monétisation indirecte additionnelles aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément des conséquences logistiques de tout ce nouveau monde, finalement, de consommation? Alors, les conséquences logistiques, surtout, nous, comme je le disais, par rapport à la valeur, en tout cas, que nous, on essaye d'apporter à nos brasseurs. Si je me place du côté des brasseurs, en gros, nous, notre baseline pour les brasseurs, c'est vous brassez, on s'occupe du reste pour vous. C'est-à-dire que, en gros, le brasseur d'une microbrasserie, lui, ce qui va le passionner, c'est de brasser, c'est de concevoir des recettes. Il a envie de se libérer de toutes les autres tâches qu'il va gérer. Donc, nous, on va lui apporter une visibilité aussi bien nationale qu'internationale, parce qu'aujourd'hui, on a des points de vente qui se connectent de partout en Europe pour découvrir la bière artisanale française pour le moment et qui s'intéressent aux produits et qui veulent le commander. Mais en gros, nous, on a un système logistique qui va nous permettre, en fait, demain, de proposer le plus grand stock d'Europe sans avoir à financer de stock. On est sur une logistique collaborative. On a mis en place ce modèle avec nos brasseurs partenaires. Donc, c'est du stock déporté. Les brasseurs ont leur stock chez Hello Craft Beer qui est disponible, visible. Ils savent à n'importe quel moment les quantités qui sont disponibles, les quantités qui sont vendues. Et en gros, on les décharge de toute cette gestion logistique que eux aujourd'hui ne veulent pas faire, mais aussi ça leur permet d'écouler leurs produits beaucoup plus facilement parce que nous, le gros avantage que l'on propose au point de vente, c'est la consolidation des commandes. Aujourd'hui, un point de vente, quand il commande auprès d'une microbrasserie, quand il veut commander de la bière artisanale, il commande brasserie par brasserie. Donc, nous, évidemment, l'avantage, c'est qu'étant dépositaire du stock, entre guillemets, on va pouvoir consolider on consolide en fait l'ensemble de la commande sur une palette unique, ce qui évidemment optimise les coûts de transport pour le point de vente qui va passer commande chez nous. D'accord. Voilà. On voit qu'effectivement, ce modèle de commercialisation hors norme est évolutif. On comprend que même ton business model, il peut changer à tout instant. J'ai envie de te poser une question assez bête, mais comment tu te vois dans 2 ans?
dans 2 ans, comme ouais, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que la technologie et la nouvelle organisation ou méthode de commercialisation qu'on met en place contribuent à accélérer la transformation du marché de la bière. Donc, si demain, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, on a contribué à faire gagner des parts de marché à la bière artisanale, on pourra déjà fêter une petite victoire. Ah bah, c'est top, bravo. Merci. Bon, la route est encore longue, mais en tout cas, c'est un sujet passionnant et il y a tout à construire. Donc, voilà. Bertrand, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que ça t'inspire, tous ces parcours de Maxime que tu vois finalement de ton métier qui, toi, est historique, mais qui bouge certainement tout autant. Qu'est-ce que ça t'inspire, toute cette évolution? Déjà, Maxime, il est sur un projet global d'entreprise qui est énorme. Et c'est génial de voir un pseudo-jeune, j'allais dire, un pseudo-jeune, qui se lance dans un sujet comme ça, où évidemment, il a une formation au départ, dans une structure qui est assez importante, qui l'a permis de valider ça. Sa famille aussi travaille là-dedans, et donc il est dans un concept global par sa formation et par son entourage qui fait qu'il a la chance de pouvoir se lancer là-dedans, et tout ça aidé par sa famille, quoi. Ça, c'est super important. Deuxième sujet, c'est de toute façon, aujourd'hui, le problème, c'est où est-ce qu'on va au niveau commercial. C'est tellement compliqué. Quand on prend tout simplement le cas de la grande distribution, comment ça s'appelait à l'époque? Je crois que c'était Casino qui faisait ça il y a 20 ans ou 30 ans, déjà, qui livraient gratuitement par leur filiale. Je crois qu'il y en a une qui s'appelait le Père Noël, d'ailleurs. Bref, tout ça, ça a énormément évolué depuis 20 ans ou 30 ans. Et on voit la grande distribution, par exemple, depuis quelques années. OK, il y a les drives, OK, il y a les click and collect. OK, maintenant, il y a la livraison gratuite à partir d'une certaine somme, Monoprix le fait depuis très longtemps. Mais ce qui est amusant de voir ça, c'est Casino aujourd'hui qui se lance dans des corners dans leur propre grande distribution pour faire vraiment du B2C et de vendre du service en B2C en grand magasin, en faisant de la restauration hyper haut de gamme et ainsi de suite, et en essayant de mixer les différents réseaux de distribution eux-mêmes qu'ils ont dans la grande distribution. Ça, c'est le cas de l'AGD. Par rapport à l'export, c'est amusant parce qu'évidemment, le Covid a encore accéléré tout ça, que ce soit par le télétravail, évidemment, mais aussi les salons. Aujourd'hui, un salon, je prends le cas du salon des vins d'Alsace qui a été fait il y a un mois, le millésime Alsace, tout le salon s'est fait en visioconférence. On n'a plus un commercial qui va au bout du monde depuis un an. On n'a pas un seul commercial qui a bougé. Tout ça pour dire quoi? C'est que, quel que soit le métier que nous avons aujourd'hui, on doit évoluer et nos réseaux de distribution doivent complètement bouger. Je prends le cas de Volberger, évidemment, que je connais un petit peu. Depuis 3 ans, ça a énormément évolué chez nous. Et en fait, comment faire pour s'adapter à ce monde qui bouge tous les jours, où on est déjà en retard quand on commence à en parler? Primo. Secondo, aller chercher la marge où elle est, et en améliorant tout ça par le développement durable et par la qualité. Et c'est ça qui est hyper compliqué. Parce que, Maxime, c'était simple, la logistique, c'est nickel, ainsi de suite. Quand on l'entend, c'est génial, c'est simple. Mais c'est pas aussi simple que ça, de par derrière, si je peux me permettre. On prend le cas du transport. Lui, il maîtrise tout ce qu'il maîtrise, mais ce qu'il ne maîtrise pas, le transport. Aujourd'hui, quelle est l'entreprise qui arrive à trouver le transporteur, le bon transporteur, en sachant que tous les transporteurs sont de plus en plus squattés par Amazon, Co, et qu'il reste les autres transporteurs pour qu'un consommateur veuille être livré entre telle heure et telle heure, ce n'est pas une échelle de 8 heures, c'est une échelle de 1 heure, pour un produit qui veut bon, super marketé, qu'il fasse rêver, dans le respect du développement durable, pour être livré chez lui. Est-ce qu'il n'y a pas une schizophrénie du consommateur là? Et c'est ça qui est hyper compliqué à gérer. Et donc, du coup, Maxime, par rapport à la question, c'est comment faire que Maxime s'adapte à tout ce conflit, je dirais, permanent d'intérêts, que ce soit l'organisation interne, l'organisation avec les brasseries, que ce soit l'organisation avec les transporteurs, que ce soit le rêve du consommateur, ce qu'il veut, et tout ça, en plus, en ayant une logistique qu'on n'a plus le droit aujourd'hui d'aller dans les villes. Et en sachant que la grosse part aujourd'hui des consommateurs sont dans les grandes villes et on ne peut plus livrer en grande ville. Si on ne peut plus livrer en grande ville, qu'est-ce qu'on fait? Déporté, pas déporté, vélo, pas vélo, triporteur, pas triporteur. Comment on fait le dernier kilomètre? Et là, toute la place de la marketplace aussi là-dessus. Comment faire pour trouver une solution et mutualiser tout ça par rapport à tous les clients de demain, en B2B, Et ça, c'est un vrai enjeu aussi. Comment faire je prends le cas de Strasbourg, qui est très simple, qui est vraiment juste à nos portes. Demain, comment faire pour livrer M. Duchemol qui habite Place Kléber, Et les enjeux de demain sont là, et là, on doit s'adapter par rapport à ça, que ce soit Hello Craft Beer, Volberger ou toutes les sociétés possibles et imaginables. Et je pense que nos politiques ne font pas du tout attention à ça, et que là, aujourd'hui, nouvelles méthodes de commercialisation, OK, mais où? Est-ce qu'on tue les centres-villes? Est-ce qu'on va définitivement
au shopping, comme il s'appelle déjà le fameux shopping, le nouveau shopping à Strasbourg, là. Est-ce que le consommateur veut toujours ça demain? Comment s'adapter aux fonctions des instants de consommation? Et c'est là où il y a de véritables enjeux par rapport à Maxime. Ouais, tout à fait. Moi, je pense que, pour rebondir sur ce que tu dis, Bertrand, je pense évidemment, il va y avoir une accélération de la digitalisation, mais toujours dans un contexte omnicanal. Je pense que les points de vente physiques ne vont pas du tout disparaître, au contraire, mais ils vont devoir évidemment se transformer. Et là, ça rejoint ce que tu disais, ça me fait penser au développement des dark stores, hein, que déploient aujourd'hui de plus en plus les enseignes de la grande distribution. Aujourd'hui, ce qui était, je ne vais pas dire inimaginable il y a quelques années, mais aujourd'hui, les grandes enseignes investissent créent des stocks tampons dans les centres-villes. Hein, c'est ça, en fait, hein, un dark store qui crée des stocks tampons dans les centres-villes pour pouvoir livrer en 15 minutes le client qui a passé commande sur Internet, sur le site de Auchan, Super U ou autre, quoi. Et donc là, on voit arriver des grosses… évidemment, Uber Eats, Deliveroo qui assurent les livraisons en 15 minutes. Mais là, il y a de plus en plus de startups. Là, il y a des startups turques et chinoises qui sont arrivées sur le marché parisien, qui sont sur des valorisations à plusieurs milliards de dollars et qui sont en train de mettre en place des partenariats. Chacun est en train de se maquer avec des enseignes pour assurer cette fameuse livraison du dernier kilomètre à vélo, et tout ça livré en 15 minutes. Donc nous, aujourd'hui, on est aussi en train, chez Hello Craft Beer, si je reviens sur Hello Craft Beer, on est en train d'étudier la possibilité de travailler avec certains dark stores des enseignes de la grande distribution à Paris pour que, comme tu disais Bertrand, le consommateur schizophrène qui veut de la bière artisanale, locale, naturelle, mais en même temps livrée en 15 minutes chez lui à un prix tout à fait correct, pour qu'on puisse répondre à sa demande. Et c'est ça qui est très important, c'est la répartition de la valeur après, entre les partenaires, que ce soit la microbrasserie, que ce soit Maxime avec Hello Craft Beer, ou que ce soit le consommateur, ou le stock déporté ou le livreur, qui va prendre la valeur demain, qui va prendre la marge demain, et comment, parce qu'en fait, c'est tous les grossistes qui existent aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont encore exister demain? Premier sujet. Seconde chose, le stockage déporté, c'est fait déjà aujourd'hui par la grande distribution depuis 20 ans ou 30 ans. Et c'est une hérésie totale pour un producteur. Je prends le cas de Robert, c'est une hérésie totale. Nous, on ne veut surtout pas rentrer dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la même méthode, j'allais dire, que les Amazon pour récupérer la marge de ceux qui produisent. Et donc, du coup, c'est comment mettre en avant demain tous les producteurs. Et c'est là où les marketplaces, que ce soit pour Hello Craft Beer ou que ce soit pour Volberger ou d'autres sociétés, en faisant complètement leur place, et qui doit faire la valeur et qui doit récupérer la valeur et comment changer ces réseaux de distribution de telle sorte que les producteurs puissent encore gagner de l'argent demain. Et ça, ce sont tous les enjeux de tout ça. Et ce qui est génial, et Maxime, il récupère tout ça évidemment, là-dedans, c'est que la technologie évolue tellement vite qu'il faut être en veille permanente pour voir comment faire pour livrer différemment demain, au plus près du consommateur, tout ça en respectant le développement durable. Et là, il y a tellement de choses qui se mettent en place, pour parler Maxime, qu'il faut profiter de cette aubaine pour voir complètement différemment nos méthodes de distribution. Ça laisse d'immenses possibilités pour des nouvelles méthodes de commercialisation hors normes. On est complètement d'accord là-dessus. Et ce qui est génial, c'est que tous ces moyens technologiques supplémentaires vont nous permettre de le faire. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tous nos salariés, quelle que soit l'entreprise, ils sont toujours à fond avec des challenges à fond. Ils veulent aller à fond et ainsi de suite. Et aujourd'hui, du coup, ce que des challenges à donner aux salariés pour transformer les entreprises et pour pouvoir être encore meilleurs demain. Et c'est génial de voir tous ces jeunes qui arrivent dans l'entreprise et qui contribuent à faire ça, à changer les méthodes de distribution pour pouvoir mieux servir le consommateur et gagner plus d'argent pour pouvoir plus investir et ainsi de suite. C'est génial de voir cette transformation-là et que tout le monde puisse y contribuer dans la société. Parce que là, on n'en a pas parlé. Et ce qui est primordial là-dedans, c'est que dans le Volberger ou dans les autres entreprises, il faut que tous les salariés, pas 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10, contribuent à ça. C'est un engrenage total, parfait, qui doit y avoir lieu entre les différents services pour pouvoir répondre à toutes ces questions et avancer. Les services demain, le service commercial, financier, market, tout ça, ça n'existera plus dans 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, j'en suis convaincu. Tu nous annonces des sacrées modifications dans nos entreprises. Non, mais comment être souple, flexible pour répondre à un consommateur qui est capricieux, qui veut tout de suite? Et qui, en plus, veut que ce soit écologique et éco-responsable. Et là, on revient à la schizophrénie. Oui, c'est clair. Tout l'intérêt on est dans la position… Bertrand, on est dans la position de l'image qui est juste derrière toi, là, assis dans le… J'adore cette image-là. Absolument. Exactement. C'est comment, en fait, on est toujours en péril en permanence quand on fait quelque chose. Et comment, en fait, assurer le péril des différentes personnes
pour de telle sorte qu'on puisse avancer à fond la caisse. Enfin, pour moi, c'est cette image, les deux, je suis dans mon bureau là, chez moi, là, en tout cas, c'est la vie pour moi d'un salarié, d'un homme, s'il veut évoluer, comment évoluer, c'est comment être à la limite du risque en permanence pour se faire plaisir et avoir des super challenges. C'est une belle façon de présenter les choses. Ouais. Il y a un sujet aussi, le problème qu'on a de plus en plus, c'est d'embaucher aujourd'hui en France. Aujourd'hui, les personnes, il y a un problème d'éducation nationale, on ne va pas parler de tout ça, mais et donc, c'est quoi l'attractivité d'une entreprise? Comment se fait l'attractivité d'une entreprise? Ça se fait par ces bouleversements en intégrant tous les salariés possibles et imaginables, donc évidemment dans du bien-être, sans avoir le mode hiérarchique comme nous l'avions dans les années précédentes, et en apportant des challenges et de transformation d'entreprise. Et c'est ça qui fait rêver tout le monde. Et c'est le seul moyen aujourd'hui pour Volmerger d'attirer du monde, en faisant ça. Tout à fait. On cherche tous la même chose. On cherche tous des électromécaniciens, c'est un très bon exemple. C'est un métier qui n'évolue pas depuis 10 ans ou 15 ans. Tout le monde se bat pour des électromécaniciens, ça ne se trouve pas, et c'était déjà le cas il y a 20 ans. Comment les attirer chez nous plutôt qu'ailleurs? En les intégrant dans des projets globaux. Ce n'est pas la rémunération le plus important aujourd'hui, c'est le challenge, c'est la transformation de l'homme et le bien-être de l'homme. C'est très, très bien dit, Bertrand. Merci pour cette belle conclusion. On va essayer de tenir le timing. Donc, merci à vous deux pour cette belle présentation. Et puis, on va donner la parole un peu à tous ceux qui vous ont écoutés, leur laisser l'opportunité de vous poser quelques questions et puis de nous parler de leur monde à eux et de ce qu'ils vivent dans leurs entreprises. Donc, on vous donne la parole. Si vous avez des questions, c'est le moment. Olivier veut poser la question sur le recrutement. Puisqu'on parle de recrutement des hommes, alors du coup, on fait quoi? Alors, je n'ai pas posé la question, c'est toi qui me branches sur le sujet. D'abord, je voulais dire que c'était une très belle intervention. Bravo Maxime et bravo Bertrand, les deux. C'était chouette tout ce que vous avez dit. Et bravo pour le beau challenge, Maxime, et bon vent, parce que je pense qu'il y a un gros potentiel derrière. Pour aller dans ton sens, Bertrand, c'est vrai que les embauches, c'est très compliqué. Et tu as raison, tu parles des électromécaniciens, mais des techniciens en général, pour la maintenance, par exemple, ou des commerciaux en général, ça fait 20 ans qu'on s'arrache les cheveux pour embaucher des gens. Et j'étais de l'autre côté, je viens de passer de l'autre côté de la barrière, parce que je passais côté cabinet depuis quelques mois, mais j'étais pendant 35 ans côté entreprise et on s'arrachait les cheveux. Donc, on ne va pas remettre le sujet de la formation dans tout ça. Je suis 100% en phase avec ce que tu dis sur le fait d'impliquer les gens, de responsabiliser les gens. Et je rajouterais juste quelque chose qu'on voit de plus en plus par rapport à la nouvelle génération, c'est de donner du sens à leur action. C'est-à-dire que non seulement ils doivent être responsabilisés, mais ça, c'est pour s'impliquer dans les projets globaux de l'entreprise, mais dans leur boulot de tous les jours, c'est donner un sens différent à leur travail, effectivement, et en liant ce sens à la façon dont ils vont s'impliquer dans le fonctionnement global de la société et pas simplement travailler dans un petit coin de la société. Voilà. Et les organisations effectivement pyramidales, verticales, c'est plus du tout au goût d'un jour. Et c'est la méthode agile qui prime aujourd'hui à fond. Ça c'est clair. Olivier, tu as complètement raison. Après, les valeurs, quand on parle de valeurs, les valeurs sont non seulement les valeurs humaines dans l'entreprise, où aujourd'hui il doit y avoir des vraies valeurs et pas des valeurs marketées comme on voit dans beaucoup d'entreprises. Et à partir du moment où on a des vraies valeurs là, les vraies valeurs, elles se font aussi avec les partenaires, que ce soit les partenaires bancaires, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les clients et ainsi de suite. Et c'est toute une chaîne qui se met en route où aujourd'hui, on sait qu'on est dirigé par des financiers dans le monde et comment trouver notre propre place dans nos entreprises, de telle sorte qu'on ne dégage pas de l'argent à outrance et ainsi de suite, mais qu'on arrive à tisser notre toile avec des vraies valeurs, avec tous ceux qui travaillent autour de nous. Ça, c'est primordial. Et je pense que la jeune génération est encore plus attachée que ça à nous. Rémi, oui. Non, Rémi, j'avais une question pour Maxime, moi, sur comment il perçoit le rôle des influenceurs sur le net. Je sais qu'il y en a quelques-uns dans le domaine de la bière et de la bière artisanale. Est-ce que lui voit un vrai effet sur la notoriété des marques qu'il distribue ou alors c'est anecdotique? Je pense que ça dépend si on se place dans un contexte B2C ou B2B. C'est évidemment fondamental, de plus en plus puissant sur le B2C. Nous, on a commencé à travailler dès le départ. Pour Hello Craft Beer, on est sur un modèle B2B. On a commencé à travailler avec des influenceurs, plus sur de la prestation de services pour de la création de contenu. Comme je l'évoquais, nous, l'inbound marketing, c'est le cœur de notre stratégie, donc, qui est alimenté par de la création de contenu. Donc, on a commencé à travailler avec des prestataires. Et là, aujourd'hui, pour répondre à ta question, on est en cours de recrutement de l'un des prestataires créateurs de contenu que l'on utilisait, entre guillemets.
Donc, c'est te dire à quel point, si on l'intègre, c'est que c'est une activité qui est complètement clé. C'est des ressources qui sont complètement fondamentales quand tu es sur un business model quasi 100% digital. Mais aujourd'hui, c'est un métier de toute façon qu'on ne peut pas négliger. C'est aujourd'hui, les journalistes se font prendre des parts de marché à tout va par les blogueurs, parce que les blogueurs sont beaucoup plus proches du consommateur, le consommateur se voit beaucoup plus dans le blogueur, et que le journaliste, il a intérêt aussi à évoluer aujourd'hui, parce que sa méthode de commercialisation, lui, il faut qu'elle évolue vraiment, parce qu'il va se faire prendre des parts de marché, et c'est déjà le cas depuis 5 ans ou 10 ans. Je pense qu'on nous, on invite aujourd'hui plus souvent des blogueurs que des journalistes. C'est les nouveaux médias. Exactement. Les nouveaux médias sont les influenceurs. Alors après, il y a à boire et à manger, c'est sûr, mais… Et c'est sûr qu'un fabricant, je ne sais pas comment on l'appelle, un brasseur artisanal, ne peut pas se permettre de se payer une pub juste pour sa bière à lui, parce qu'il est trop petit en termes de volume. Mais par contre, une association de brasseurs pour sensibiliser les gens à cette approche d'une différence importante entre la bière artisanale et la bière des 3 gros brasseurs qui couvrent 70% du marché. Là, ça peut être effectivement intéressant d'utiliser un réseau d'influenceurs pour sensibiliser le consommateur au principe d'une bière artisanale et de la différence qu'il y a par rapport aux bières classiques, quoi. Absolument, absolument. Et nous, vraiment, la vocation d'Hello Craft Beer, c'est aussi de mutualiser, en fait. Au lieu que chacun ait des actions individuelles dans son coin, l'idée, c'est de mutualiser sur une force commune, Hello Craft Beer, un canal de communication et une force de communication qui prennent la parole pour un ensemble d'acteurs individuels, en fait. C'est là qu'on crée de la légitimité, de la notoriété de marque et qu'on va réussir à asseoir aussi la notoriété d'Hello Craft Beer. D'accord. Et c'est super important, ça, parce que franchement, les microbrasseries, c'est surtout pas leur métier de commercialiser ou de marketer ou de je ne sais quoi. Aujourd'hui, on manque dans notre société au sens large de producteurs qui fassent des choses non seulement locales, sympas, avec de la recherche et développement. Il y a de moins en moins de produits différenciants aujourd'hui dans nos consommations, et il faut donner la chance à toutes ces microbrasseries de s'épanouir et de proposer des choses différentes au niveau de la production aux consommateurs, et donc à d'autres personnes de se spécialiser dans la distribution pour y arriver. Bon, alors une question à Bertrand. Quand est-ce que tu lances quand est-ce que tu lances une plateforme de micro-viticulteurs? Déjà, le monde coopératif, c'est déjà le cas. Oui, des tout petits. Parce qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas propriétaire de nos vignes, on est propriétaire indirectement de 1200 hectares. Mais le monde coopératif, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a 350 viticulteurs à qui on vend nos vins. Donc, en fait, on leur fait un cahier des charges hyper strict, hyper précis pour avoir la meilleure qualité des raisins et pour pouvoir la trier après, avoir les assemblages qu'on veut en fonction des endroits où on veut aller. C'est déjà, entre guillemets, une marketplace moyenâgeuse qui existe aujourd'hui. Et c'est ça qu'on doit faire évoluer. Et c'est amusant tout ça parce que tout ce qui est communication, aujourd'hui, une entreprise ne fonctionne pas s'il n'y a pas de bonne communication dans la société. Et aujourd'hui, donc on a ce qu'on appelle, on a mis en place une start-up à l'époque qui s'appelle Steeple. Et c'est tout un plan de communication en temps réel qui est appuyé par les viticulteurs et appuyé par les salariés eux-mêmes. On sait en permanence tout ce qui se passe dans l'entreprise pour être plus fort, plus souple, plus flexible et ainsi de suite. Et tout le monde sait s'approprier encore plus la société, la marque, et c'est un bonheur de voir tout ça. Et donc, du coup, la digitalisation, on n'imagine pas. Aujourd'hui, chez Volberger, elle va des vignes par des façons d'être dans les vignes jusqu'à la sortie du produit fini. On peut avoir aussi de la digitalisation, ce qu'on est en train de faire au niveau de la robotisation pour l'embouteillage. On a la digitalisation au niveau du pressurage pour avoir la meilleure qualité des raisins et pour pouvoir faire des tris. On peut avoir de la digitalisation pour les alambics, pour avoir le meilleur du cœur de chauffe de chaque produit. Et aujourd'hui, la digitalisation, elle est absolument partout, des vignes jusqu'à la sortie du produit fini. Aujourd'hui, un viticulteur, il est dans son canapé avec des applications pour contrôler ce qui se passe dans ses vignes. C'est génial. Et que du coup, on a pu diminuer 80% des produits phyto en 5 ans en faisant ça. Donc, le mode technologique qui évolue énormément est au bénéfice de tout le monde et tout le monde peut en profiter. Ce chose, c'est qu'il faut soit en veille et que ce soit en permanence, en amélioration continue dans toutes les sociétés. Tout à fait. Autre question? Sinon, il est 9h15, on a tenu à la minute près le timing de ce webinaire. Donc, on arrêtera là avec grand plaisir. Merci à vous, Bertrand. Oui,
voudrais féliciter les deux intervenants et souligner à quel point Bertrand et Maxime, vous êtes représentatifs de ce qu'est Réseau Entreprendre. On sent une histoire d'amitié entre vous deux, entre le membre et l'accompagné, entre le membre et son lauréat. Et je trouve ça génial, ça transparaît dans chacun de vos propos. Chacun est séduit par l'autre et c'est top. Je pense qu'il y a là de belles histoires d'entrepreneurs qui sont en train de s'écrire. Merci aussi à Rémi, notre vice-président, qui a donné de son temps pour animer cette émission. Et merci à vous tous qui avez participé. Bel été à tout le monde et rendez-vous à la Biennale, bien évidemment.